Alors, je vais essayer en un temps relativement court de vous parler de l'Argentine et comme je l'avais un peu signalé dans le petit résumé que j'avais envoyé à Philippe, donc de parler d'un événement concret pour nous mettre un peu en relation avec ce qui se passe actuellement en Argentine et éventuellement ouvrir au débat si on a un petit peu de temps. Donc, je vais plutôt lire mon texte histoire de bien respecter le temps qui m'est imparti. J'espère que le micro, c'est bon. Allons-y. Donc, entre 1976 et 1983, l'Argentine a vécu sous le joug de 4 juntes militaires. Le bilan répressif de cette dictature fait état de prisonniers politiques, d'exilés, de personnes assassinées et de 10 000 détenus disparus selon les chiffres officiels. Les caractéristiques propres à la disparition forcée de personnes, ni la personne détenue ni ses proches ne savent où elle se trouve, ce qui lui arrive et après son décès où se trouve sa dépouille, ont amené les proches de détenus disparus à se réunir dans le cadre de plusieurs organisations. Pendant la dictature, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, proches de disparus et détenus pour raisons politiques, les maires de la place de Mai et les grands-mères de la place de Mai luttent ensemble, aux côtés d'associations de défense des droits de l'homme, pour obtenir des informations sur leurs proches. Avec le retour d'un pouvoir constitutionnel, donc en 1983, des survivants des centres clandestins de détention forment l'association des ex-détenus disparus, plus précisément en 1984. Cette association se placera pendant longtemps dans un second plan, dans un rôle de témoin. Pour revenir un peu sur les débats d'hier, c'est pas du tout dans le rôle du martyr, c'est vraiment dans le rôle de source d'information, disons, pour faire face aux possibles critiques et remarques concernant l'action de ses membres dans les années 70. Certains, effectivement, ont participé ou ont collaboré aux organisations armées qui se sont créées dans les années 60-70, qu'on a appelé donc la guérilla. Mais pour la plupart, ils étaient membres d'organisations de gauche, partis politiques, syndicats, jeunesse. Toutefois, ils sont tous confrontés à des accusations qui impliquent qu'ils ont eu une part de responsabilité dans la violence qui a affecté le pays pendant la dictature et surtout, bien entendu, avant. Avec l'arrivée de Néstor Kirchner au pouvoir donc en 2003, leur rôle évolue et ils sont de plus en plus visibles dans la sphère publique argentine. Ils partagent l'espace de revendication pour la cause des détenus disparus avec donc les associations de proches. Si les différences entre les associations ont toujours existé, elles ont toujours été présentes, elles sont flagrantes et surtout deviennent publiques suite à la disparition de Jorge Julio López le 18 septembre 2006. En revenant sur cet épisode concrètement, je souhaite évoquer un moment qui me semble charnière dans l'évolution des débats autour de la mémoire en Argentine. En effet, pour la première fois depuis la fin de la dictature, le rapport des associations les plus actives et les plus emblématiques dans la lutte pour le devoir de mémoire, avec le pouvoir politique, met en lumière des différences dans les réclamations des organisations et surtout le rôle que chacune joue dans la construction d'un récit sur le passé dictatorial. Les débats, pendant les premiers mois de la disparition donc, de Jorge Julio López, invitent à s'interroger de manière plus générale sur l'évolution des réclamations 30 ans après les faits. Alors que la mise en place des procédures judiciaires et l'élaboration d'outils mémoriels avec des moyens étatiques sont au cœur des réclamations des victimes de crimes contre l'humanité dans de très nombreux pays, que peut nous apporter une réflexion, disons, sur le cas argentin? Pour apporter quelques éléments de réponse et surtout lancer des réflexions sur cette question, je vais tout d'abord donc brièvement revenir sur les associations dont je parle. Ensuite, je m'intéresserai aux relations que ces associations ont entretenues avec les différents pouvoirs politiques qui se sont instaurés, enfin les différents gouvernements qu'il y a eu depuis 1983. Et pour finir, donc, je reviendrai sur l'épisode concret donc, de la disparition de Jorge Julio López. Donc le corpus sur lequel j'ai travaillé principalement est de 7 associations. Donc la première, j'en ai parlé, c'est Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, qui a donc été créée en 1976, en décembre 1976, le coup d'État a eu lieu au mois de mars, à l'initiative donc de proches de détenus disparus, qui tentaient à l'époque d'obtenir des informations sur donc, la disparition d'un de leurs proches, auprès d'une organisation concrètement qui était la Liga por los Derechos Humanos, la Ligue pour les droits de l'homme. Les maires de la place de Mai se sont fondées, elles, en 1977, en avril plus particulièrement, et c'est un groupe de maires, en fait, qui se sont rencontrés dans le cadre de leur démarche auprès d'institutions, ça pouvait être des commissariats de police, des ministères, et elles ont décidé de se réunir et de se retrouver sur la place de Mai, qui se trouve juste en face du siège du gouvernement, de la Casa Rosada, et de créer une association. Il y a eu une scission des maires de la place de Mai en 1986, et donc depuis, il y a 2 associations. L'une, c'est l'association des maires de la place de Mai, dont la présidente est Ebede Bonafini, et l'autre, c'est les maires de la place de Mai, ligne fondatrice. Ensuite, il y a les grands-mères de la place de Mai, qui, elles, se sont créées en octobre 1977. C'est en fait un groupe des maires de la place de Mai qui a décidé de centrer son action sur la recherche de leurs petits-enfants qui étaient ou enlevés avec leurs parents ou qui sont nés en captivité, enfin pendant la captivité plutôt de leur mère. Donc, pendant la dictature, il y a 3 associations concrètement.
En 1984, j'y ai fait référence, se crée l'association des ex-détenus disparus qui, comme je vais l'évoquer, ça a été créé en fait pour l'organisation d'un grand procès qui était le procès aux juntes, le procès aux ex-commandants en chef des armées qui donc dirigeaient la dictature. Et il s'agissait en fait justement de retrouver des témoins pour pouvoir ensuite témoigner au cours du procès. Enfin, en 1995, il y a l'association HIJOS qui se crée, qui est donc Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, qui est donc une association d'enfants de détenus disparus. Elle naît dans un contexte particulier, sur lequel je vais revenir aussi, qui est pendant le gouvernement le premier mandat de Carlos Menem, qui était un président qui clairement avait une politique qui tendait à, à mettre en place des politiques dites de pardon. En 2002, et là c'est la dernière, une association qui s'appelle Hermanos, qui est donc une association de frères et sœurs de détenus disparus. Cette association, elle, se crée donc dans le sillage des autres associations, HIJOS c'est la même chose, mais avec une particularité, c'est qu'ils vont beaucoup plus s'intéresser à la reconstruction, disons, de la vie de leurs frères et sœurs pendant leur clandestinité et par la suite pendant leur captivité. Donc voilà le corpus d'associations sur lequel j'ai travaillé. Je tiens juste à signaler une chose, c'est que j'ai travaillé principalement dans la province de Buenos Aires. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Parce qu'il y a vraiment dans le cas argentin, mais ça doit probablement exister dans d'autres cas, des singularités au niveau régional, disons, ou local, qui font que déjà certaines associations n'existent pas. Il n'y a pas des maires de la place de Mai dans toute l'Argentine, par exemple. Et donc ça implique d'autres enjeux, et notamment avec les pouvoirs locaux ou avec des acteurs locaux. Bien, donc maintenant, je voudrais revenir sur le rapport que ces associations ont entretenu avec les pouvoirs publics pour ensuite bien comprendre ce que représentent, disons, les premières réactions face à la disparition de Jorge Julio López. Ce sera bien entendu pas du tout exhaustif. Je vais revenir sur certaines des politiques. Peut-être que vous avez entendu parler de certaines, peut-être pas d'autres. Ce sera surtout les éléments, disons, emblématiques sur lesquels je vais revenir. Donc le régime démocratique, disons, est rétabli en 1983, plus particulièrement le 10 décembre 1983, quand Raúl Alfonsín assume le pouvoir en tant que premier président constitutionnel après la dictature. Il crée immédiatement deux outils qui vont être des outils fondamentaux et qui restent encore aujourd'hui des outils fondamentaux dans la construction d'un récit autour du passé dictatorial. Le premier, c'est la CONADEP, qui est donc la Commission nationale pour la disparition de personnes, qui est une commission vérité qui a été créée donc, en 1983 donc avec un décret et qui rendra son rapport en octobre 1984, un rapport qui s'appelle le Nunca Más. Donc ça, c'est le premier outil. Dans ce premier outil, bien tout d'abord, on signifie l'existence tout simplement déjà de la disparition forcée de personnes. Elle est établie comme telle et surtout comme une conséquence d'une répression qui est la répression des pouvoirs de facto qui se sont installés pendant la dictature. Il s'agit surtout aussi de détailler la méthodologie, disons. Donc il y avait par exemple, il y a toujours d'ailleurs par exemple, beaucoup d'informations autour des centres clandestins de détention et autour des méthodes utilisées en fonction des centres et des lieux. Ensuite, l'autre outil très important, et donc j'y ai un peu fait référence, le juicio a las juntas, qui est donc le procès aux juntes ou le procès aux ex-commandants en chef des armées. Concrètement, 9 commandants en chef ont été jugés pendant ce procès. Il y a eu en fait 4 juntes, mais un des accords a été que seules 3 juntes étaient jugées. Les conséquences, c'est que 5 commandants en chef vont être donc condamnés, 4 seront libérés faute de preuves. Le procès va durer en gros d'avril à octobre 1985 et la sentence a été prononcée donc en décembre 1985. Donc comme je le disais, ces deux outils sont très importants puisqu'ils ont vraiment été des outils, disons, fondateurs dans la construction d'un récit sur le passé dictatorial en Argentine. Par exemple, donc c'est à partir de là que la disparition forcée n'a jamais été niée. Depuis 1985, depuis la fin de la dictature, ça n'a jamais été un fait qui a été nié, même par l'autre partie, si je puis me permettre, c'est-à-dire par les gens proches des militaires. Donc après, il y a d'autres choses à dire, mais en tout cas, cet élément est important. Ce qui est surtout très important aussi, c'est que ces deux outils vont contribuer, avec beaucoup d'autres éléments sur lesquels je n'ai pas le temps de revenir, mais à instaurer une figure du détenu disparu qui sera complètement apolitique, c'est-à-dire qu'il n'aura aucun engagement politique. On parle des détenus disparus comme de jeunes gens volontaires qui aidaient d'autres personnes plus démunies dans des quartiers pauvres. Enfin, il y a toute une construction autour de cette image et on retire toute action militante des détenus disparus qui ne sont non seulement
seulement des militants de la guérilla, mais non plus ni des militants de partis politiques, ni de syndicats, ni de jeunesse, etc., etc. Donc vraiment, au sortir de la dictature, on se retrouve avec cette construction-là qui est aussi en partie alimentée par les associations de proches des détenus disparus qui existent à l'époque. Alors comment perçoivent ces associations justement comment est-ce qu'elles perçoivent ces premiers outils? En fait, pour elles, c'est un point de départ. Elles estiment que ça n'est pas suffisant, elles s'opposent à certaines modalités, à certains des acteurs qui y participent, mais elles estiment que ça va leur donner l'opportunité de continuer, de lancer des procédures, ce qu'elles vont d'ailleurs faire en grande partie, et elles se disent donc qu'elles s'en accommodent, même s'il y a effectivement de nombreuses publications et de nombreuses déclarations contre ces outils. Suite à ces deux événements, donc à ces deux éléments plutôt, ou ces deux outils, il va y avoir une série de soulèvements militaires. Ces militaires vont s'opposer en fait à donc, ces procédures judiciaires qui sont lancées après le procès aux juntes. Et pour, disons, calmer un petit peu toute cette situation, le président Raúl Alfonsín fait voter deux lois, l'une qui est la loi de point final et l'autre qui est la loi d'obéissance due, en 87, donc ces deux lois successivement. La première donnait tout d'abord un délai de 60 jours pour pouvoir porter plainte et que la plainte surtout soit recevable à l'encontre d'une personne qui aurait commis, disons, des crimes pendant la dictature et sous couvert de la répression. Et l'autre loi va carrément, disons, couper court à toute procédure puisqu'elle signalera que tous les sous-officiers ont agi, en fait, en suivant l'ordre des officiers qui donc ils ne peuvent pas être, disons, responsabilisés. Donc à partir de 87, automatiquement les procédures judiciaires s'arrêtent. Il y a eu quelques exceptions sur lesquelles on pourra revenir, mais en tout cas, le plus gros, disons, des procédures judiciaires s'arrêtent. Et forcément, donc, les associations s'y opposent largement. Il y a de très nombreuses manifestations. La société civile y participe largement aussi. Mais bon, ça ne changera rien. Et surtout, après, avec l'arrivée en 1989 donc, d'un nouveau président, qui est Carlos Menem, qui était un opposant de Raúl Alfonsín, en fait, mais qui va, disons, continuer dans cette lignée-là, ça n'était jamais caché, et qui va tout simplement, en fait, disons, fermer pendant un temps, disons, la parenthèse judiciaire, avec notamment en graciant toutes les personnes qui avaient été condamnées avant le passage des lois de point final et d'obéissance due en 1989 et 1990. Donc ces grâces présidentielles sont aussi une manière, surtout pour Carlos Menem, qui, je le répète, ne s'en est pas caché, estimait qu'il fallait laisser le passé au passé et aller de l'avant, et que pour ce faire, il ne fallait plus lancer ni procédure judiciaire, ni même créer d'autres outils disons que ce qu'il fallait avait été fait. Donc à ce moment-là, les associations qui s'opposent très clairement à Carlos Menem vont se retrouver à lutter pour ce qu'elles disent, c'est la lutte contre l'impunité qui sera plutôt compliquée dans la mesure où effectivement la question du passé dictatorial va un peu passer à un second plan, notamment parce qu'elle n'est déjà plus l'objet de politique publique, ou en tout cas moins. Et déjà, ces associations vont perdre un certain contingent de leurs membres, elles vont avoir de moins en moins de membres, beaucoup vont se décourager. La durée de la lutte, l'âge, fait qu'elles seront de moins en moins présentes dans l'espace public au début des années 90. Donc à ce moment-là, elles vont se consacrer à des actions qui seront, disons, plus réduites au niveau des moyens, tant financiers que humains, et elles vont beaucoup se lancer dans des commémorations, dans des poses de plaques, dans des hommages rendus à détenus disparus, dans des cadres plus réduits, dans une université, dans un lieu de travail. Ça se passera, disons, dans ce cadre-là. Tout cela va changer à partir de l'année 1995. C'est toujours Carlos Menem qui est président de la République à cette époque-là, mais ils vont tous devoir faire face aux déclarations d'un ancien membre de la marine qui s'appelle Adolfo Silingo, qui va à la télévision déclarer, d'abord dans un ouvrage, et ensuite à la télévision, déclarer qu'il a participé à une trentaine de vols de la mort, qui étaient donc, quand les détenus disparus étaient enlevés, enfin, ils étaient, disons, on les transférait, c'était l'euphémisme qui était utilisé, disons qu'on les jetait morts, enfin, vivants, dans le Rio de la Plata, donc, pour les tuer. Et donc, il déclare très clairement avoir participé à 30 vols de la mort. Il se passe quoi? C'est qu'en fait, il est sous le couvert de la loi d'obéissance due, donc il sait de toute façon, il n'aura aucune répercussion juridique, quelles que soient ses déclarations. Mais ça pose tout de même un problème à la présidence, qui pousse à ce moment-là le chef des armées, Martín Balsa, à ce que l'institution, donc les forces armées, demandent pardon pour ce qui s'est passé pendant la dictature. Donc, surtout, ce qui est important dans les déclarations d'Adolfo Silingo, c'est qu'il
elles vont tout de suite remettre sur le devant de la scène la question du passé dictatorial. C'est-à-dire que c'est involontairement de la part des associations, mais dans un sens, elles vont en bénéficier puisqu'elles vont à nouveau pouvoir faire valoir leurs réclamations de vérité, justice et mémoire. C'est aussi à ce moment-là, et ça n'est pas, disons que ça n'est pas directement lié, mais que se crée l'association HIJOS, donc celle d'enfants de détenus disparus, association qui va notamment apporter un nouveau contingent de militants, puisque ces jeunes gens ont en moyenne d'âge entre 15 et 20 ans, alors que leurs grands-parents, donc les parents de leurs parents détenus disparus, commencent déjà à avoir 50, 60, 70 ans pour certains. Donc ça amène, disons, un nouveau contingent, ce qui permet aussi de créer de nouveaux outils dans la lutte pour se visibiliser. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que pour ce qui est de la figure du détenu disparu, j'avais évoqué donc une figure, disons, un peu non militante, même très clairement non militante dans les années 80. Cette figure du non militant va progressivement, du militant plutôt, va progressivement émerger, mais va être de plus en plus définie, notamment grâce au discours de HIJOS, qui vont carrément commencer à parler d'organisations concrètes. Et surtout, deux organisations vont être de plus en plus visibles. L'une est Montoneros et l'autre est l'ERP, qui étaient en fait les deux plus grosses organisations armées dans les années 60-70, surtout en Argentine. Donc, disons que le détenu disparu se définit de plus en plus à partir des années 90. En 1999, Carlos Menem quitte le pouvoir et c'est Fernando de la Rúa qui lui suit. Fernando de la Rúa qui s'oppose à Carlos Menem, mais qui finalement va continuer exactement les mêmes politiques. Et surtout, ce qui va se passer pendant le gouvernement de Fernando de la Rúa, vous vous en souvenez peut-être, vous avez peut-être des images en tête, c'est le 19 et le 20 décembre 2001, avec la crise économique, disons, en Argentine, et pendant laquelle les questions sociales, économiques plutôt, vont passer sur le devant de la scène. Pendant, disons, la crise et la période post-crise, les associations de victimes, au même titre que les associations de défense des droits de l'homme et que d'autres associations civiles, vont collaborer, soutenir les populations et dans le cadre de toutes les manifestations qui se déroulent à ce moment-là. En 2002, Eduardo Duhalde assume comme président, disons, de transition jusqu'en 2003 le pouvoir. À ce moment-là, donc, le passé dictatorial n'est pas vraiment sur le devant de la scène. Et il faudra donc attendre l'arrivée de Néstor Kirchner en 2003 pour qu'il y ait un vrai changement, disons, dans les politiques autour du passé dictatorial. Alors, je vais rapidement évoquer certains points de Néstor Kirchner, enfin certaines des politiques, et ensuite donc vraiment en venir à mon objet, mais il me semblait que c'était important de faire un petit résumé tout de même. Alors, qu'est-ce qui change avec Néstor Kirchner concrètement? Il y a tout d'abord une série d'actes symboliques, mais lourdement, chargé de sens, puisqu'il va rendre l'ESMA. L'ESMA, c'est l'école de mécanique de la marine. C'est donc le centre clandestin le plus emblématique de l'Argentine. Il se trouve à Buenos Aires, c'est donc une école. Il va y avoir toute une cérémonie pendant laquelle le président va notamment demander pardon au nom de l'État. Donc c'est le premier président qui demande pardon au nom de l'État pour les crimes commis pendant la dictature. Il va clairement ce jour-là s'adresser aux proches de détenus disparus, aussi aux survivants, mais quand on revient sur son discours, on sent qu'il est surtout en train de s'adresser aux proches militants. C'est-à-dire que c'est avant tout à ceux qui étaient mobilisés pendant toutes ces années, donc notamment les mères, les grands-mères, qu'il va s'adresser, et il va d'ailleurs très clairement se rapprocher de ces associations, notamment deux. L'une qui est l'association des mères de la place de Mai, donc qui a pour présidente Eve de Bonafini, et l'autre qui est les grands-mères de la place de Mai, qui a pour présidente Estela Barnes de Carlotto. Donc ça, c'est assez évident. C'est plus complexe que ça, mais j'essaie de résumer. Il y a d'autres éléments très importants de ces politiques et qui, là, vont avoir aussi des répercussions vraiment immédiates. C'est qu'il va mettre en place, il va, disons, faire une demande au Parlement d'annulation des lois de point final et d'obéissance due, annulation qui va être officielle en 2005. Et il va aussi, disons, amener ou pousser les instances judiciaires à travailler sur la question de l'inconstitutionnalité, des grâces présidentielles qui avaient été décrétées par Carlos Menem donc en 1990, chose qui sera faite en 2007. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant le mandat de Néstor Kirchner? Clairement, il n'y a plus aucune entrave à la justice. C'est-à-dire que les proches, les familles peuvent, même les survivants, peuvent
porter plainte pour ce qu'ils ont subi pendant la dictature. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire de manière très ample. Et il va y avoir un très grand nombre de procédures judiciaires qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. On pourra en parler après si vous voulez. J'ai ramené quelques données peut-être un peu chiffrées pour que vous ayez une idée, disons, de l'ampleur de ce qui se passe. Et ce qui est très important aussi par rapport aux associations, c'est qu'à ce moment-là, l'association des ex-détenus disparus, qui donc, si vous vous en rappelez, s'était créée en 1984 avec pour optique de réunir des témoins pour le grand procès de 1985, va là aussi se recentrer largement sur la collecte de témoignages pour justement, disons, pour mettre en place des procédures judiciaires à l'encontre des personnes coupables, enfin des responsables plutôt, des crimes commis pendant la dictature. Donc ils vont beaucoup se focaliser sur cet aspect, on reviendra dessus dans un instant. Pour finir, enfin, il y a ce qu'on appelle donc la récupération des centres clandestins de détention. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des mesures qui ont été initiées pour certaines même dès la fin de la dictature, dans les années 80 avec peu de succès, c'est vrai. Dans les années 90, un peu moins. Après 95, beaucoup plus. Et en l'occurrence, ce ne sont pas des actions pour lesquelles ce sont uniquement les associations de victimes qui étaient impliquées. Il y avait aussi souvent une participation d'actions d'associations ou même tout simplement d'acteurs civils. Donc après, les projets sont très différents en fonction, même dans Buenos Aires, vous avez des projets extrêmement différents. Mais ce qui va être facilité avec l'arrivée de Nestor Kirchner, c'est qu'effectivement, il va y avoir des institutions étatiques notamment qui vont être créées pour la gestion de ces lieux, pour la création de fonds pour que ces lieux puissent être mis en place. Donc il y a disons que c'est agilisé, même si ce n'est pas le gouvernement de Nestor Kirchner qui a le premier l'initiative, mais en tout cas, ça va permettre de mettre ça en place plus facilement. Bien, donc à partir de 2003, ce qui se produit aussi, c'est que ces questions liées au passé dictatorial reviennent sur le devant de la scène, notamment médiatique. Et là, c'est à la télévision, au cinéma, dans les journaux de tous bords, on en parle, avec bien entendu des points de vue très différents. Mais en tout cas, c'est très visible et les acteurs des associations, donc les membres des associations de victimes, sont eux aussi très présents dans la sphère publique argentine, disons beaucoup plus que pendant la période clairement de Carlos Menem. Alors, maintenant, ce qui va m'intéresser, donc, c'est cet événement particulier qui est donc la disparition de Jorge Julio López. Pourquoi est-ce que je m'intéresse particulièrement à ce moment? Parce que, justement, il va poser beaucoup de questions pour ce qui est des rapports entre un gouvernement, disons, favorable aux réclamations de ces associations et ces associations. Est-ce que ça peut impliquer pour les associations, mais est-ce que ça peut impliquer aussi dans la construction d'un récit autour du passé dictatorial? Donc, qui est Julio López? Ce monsieur était donc un maçon de 77 ans, enfin, ou est un maçon de 77 ans, je m'excuse, lorsqu'il témoigne au procès de Miguel Echecolas. Ce monsieur est né en 1929, il est enlevé pendant la dictature le 21 octobre 1976 et il sera libéré le 25 juin 1979. Il était militant de Montoneros, mais son action était surtout centrée sur le travail avec les ouvriers de son quartier. Donc, il habitait la ville de La Plata, qui est donc la capitale de la province de Buenos Aires, mais qui est environ à 2 heures de Buenos Aires. Il était âgé de 47 ans donc, quand il a été enlevé en 1976, et dans les centres clandestins, puisqu'il a été dans plusieurs centres clandestins de détention, il était connu sous le nom de El Viejo López, le vieux López, puisque la moyenne d'âge des détenus disparus se situe plutôt autour des 25-30 ans. Quand il sort du centre clandestin, du dernier centre clandestin dans lequel il était en 1979, il ne témoigne pas, il ne milite pas, il ne milite pas ni pour la défense des droits de l'homme, ni pour les questions liées aux détenus disparus, mais il arrête même de militer au sein d'une organisation, quelle qu'elle soit. Il ne parlera pas en fait de ce qu'il a vécu. Ce n'est qu'en 1998 qu'il va s'approcher de l'association des ex-détenus disparus pour commencer à obtenir des informations, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rapprochent pour des questions différentes. De ce que j'ai pu lire, de ce que racontent les membres de l'association des ex-détenus, il souhaitait à un moment donné apporter des informations sur ce qu'il avait vu et entendu. Il faut savoir qu'il est quand même resté 2 ans et demi et qu'il a été dans plusieurs centres clandestins de détention et que donc il a pu obtenir, disons, pas mal d'informations. Donc il se rapproche de l'association et il accepte de parler pour la première fois en 1999. Tout d'abord, il accepte de témoigner devant des personnes qui avaient été dans les mêmes centres clandestins que lui. Donc il s'agissait surtout de recouper des informations à ce moment-là. Il refuse pour le moment de parler en public. Pour la première fois, il parlera en public lors d'une initiative qui s'appelait les procès pour la vérité, qui ont eu lieu dans la ville de La Plata notamment, au début des années 2000. Je ne rentre pas dans les détails, mais disons que c'était une des multiples tentatives des associations pour
continuer à obtenir des informations et éventuellement déboucher plus tard sur des procédures judiciaires pendant la période dite d'impunité. Donc il va parler à ce moment-là et ensuite il va déjà porter plainte à l'époque contre Miguel Echecolas, donc de manière, disons, personnelle, même s'il ne le fait pas seul, en 99, mais il faudra attendre donc la fin des lois de point final et d'obéissance due pour que le procès puisse commencer à partir donc de 2005. Le procès en question ne satisfait pas du tout l'association des ex-détenus disparus, puisque en fait Miguel Echecolas n'est jugé que pour 6 cas disons, de détention. Et donc ils estiment que ce n'est pas suffisant, qu'il y aurait beaucoup d'autres cas qu'on pourrait imputer à ce responsable, à cette personne, pardon. Mais elle décide tout de même, disons, de faire avec, puisque c'est déjà une première étape. Donc ils se lancent dans ce procès. L'association finance l'avocat pour lequel donc c'est elle qui paye l'avocat avec 2 autres associations de défense des droits de l'homme, Hijos et donc les enfants, et la Liga por los Derechos Humanos, donc une association de défense des droits de l'homme. Les autres associations de victimes ne collaborent pas forcément au paiement des honoraires de l'avocat, mais en tout cas participent largement aux audiences. Donc il y a un soutien des associations à cette procédure qui commence le 2 juin 2006. La sentence est prononcée le 19 septembre 2006 et Miguel Echecolas a été condamné à la prison à perpétuité. Jorge Julio López disparaît donc la veille de la sentence alors qu'il avait déjà témoigné. Comme je le disais, dans son témoignage, il désigne très clairement Miguel Echecolas comme responsable de la mort de 2 autres détenus disparus. Et il était donc en fait un témoin clé, puisque c'était un des rares à avoir vu Miguel Echecolas, puisqu'il était en fait, il avait les yeux bandés, mais la bande était tombée. Donc il avait vraiment pu voir un des responsables. Pendant les jours qui suivent sa disparition, les théories esquissées sont très diverses. Tout d'abord, c'est la famille de Jorge Julio López qui déclare, je cite, « Il est perdu ou caché avec quelqu'un, et nous pensons que pour une raison quelconque, il est fâché ou il prétend se protéger de quelque chose. Mais nous ignorons quoi. » Sa famille ne parle donc pas du tout d'enlèvement dans cette déclaration qui a été publiée le 23 septembre 2006. L'hypothèse du stress lié à ces déclarations pendant le procès est évoquée. Pour l'association des ex-détenus disparus, à laquelle donc à ce moment-là Jorge Julio López appartient, et donc ses membres, la théorie de l'enlèvement est la seule possible, et ce, dès le début. Le 18 au soir, ils organisent une manifestation à laquelle participent d'ailleurs des membres de l'association des maires Ligne Fondatrice de Buenos Aires et des maires de la ville de La Plata. Les coupables sont, selon les membres de l'ADD, donc de l'association des ex-détenus, issus des, je cite, « niches qu'il y a dans la police de la province de Buenos Aires ». Face à ces versions très contradictoires, l'affaire est d'abord gérée par les autorités locales, donc celles de la province de Buenos Aires, mais par la suite le gouvernement argentin, donc le gouvernement national, intervient aussi. La première initiative du gouvernement de la province est la publication d'une récompense pour toute information susceptible d'aider les recherches. Quelques jours plus tard, donc, cette récompense va être multipliée par 4. Alors que les premiers jours, le gouverneur de la province de Buenos Aires, qui était Felipe Solá, qui est de la même majorité que Néstor Kirchner, précise qu'aucune piste n'est écartée. Le 26 septembre 2006, il envisage très sérieusement la théorie d'un enlèvement. Il le qualifie d'ailleurs, c'est Felipe Solá qui parle, de, je cite, « premier disparu depuis l'époque du terrorisme d'État ». Ce qui est plutôt étrange. En effet, la disparition forcée de personnes est un crime qui ne peut être commis que par l'État. L'enlèvement de Jorge Julio López est-il lié donc à une action du gouvernement en place? Si l'on estime, comme les membres de l'association des ex-détenus, que son enlèvement est dû à l'absence d'action du gouvernement pour réformer les forces de sécurité et pour protéger les témoins comme Jorge Julio López, on peut alors effectivement envisager de parler de disparition, comme le font certains membres de l'association. Dans le cas du gouverneur Solá, cette déclaration est un peu plus incongrue, puisqu'elle implique une responsabilité de sa part, lui, de son gouvernement local, mais aussi, bien entendu, de celle du gouvernement national. C'est en tout cas ce que suppose l'évocation très rapide de la création d'un programme de vigilance et d'attention aux témoins exposés. Il y aura une signature en fait presque immédiate suite à la disparition, un accord entre le gouvernement national et le gouvernement local pour protéger donc les témoins des procès qui sont en train de se développer un peu partout. La déclaration en fait de Felipe Solá n'est pourtant pas reprise par aucun autre acteur des autorités nationales et même locales, pour qui il semble mesurer l'utilisation du terme disparition, puisque ça implique forcément qu'ils n'ont pas, disons, fait ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas. Donc, dans les mois qui suivent, les déclarations de cet ordre se multiplient, bien que le gouvernement donc admette de plus en plus que ce soit un enlèvement lié au témoignage de Jorge Julio López, il fait toujours planer un doute.
Ainsi, Eduardo Luis Duhalde, qui est le secrétaire d'État aux droits de l'homme, donc de la nation, du gouvernement argentin, déclare le 17 novembre 2006, je cite, « López n'est pas encore apparu et l'absence de tout indice ou de piste ne permet d'écarter aucune hypothèse. Tout le champ de possibilités est intact, comme au premier jour. Néanmoins, nous ne serions pas sincères si nous ne signalions pas que chaque jour qui passe affaiblit la possibilité d'un acte volontaire ou d'un choc traumatique et affirme l'idée qu'il a été victime d'un fait illicite. » L'ambivalence des déclarations des membres du gouvernement place les associations de victimes qui le soutiennent dans une situation peu confortable. Lors d'une grande manifestation le 6 octobre 2006, les grands-mères, familiares et les mères lignes fondatrices s'alignent sur la théorie de son enlèvement par des secteurs proches de Miguel Echecolas et éventuellement même de la police, mais ils excluent toute implication du gouvernement. Ainsi, en réponse au dire de Felipe Solá, qui parlait donc du premier disparu de la démocratie, Estela Barnes de Carlotto, qui est donc la présidente des grands-mères, déclare, je cite, « Aujourd'hui, il n'y a pas de disparus comme ceux du terrorisme d'État. Il n'y a que des restes de cette mafia, des résidus dont il faut se débarrasser. » Le cas de Ebede Bonafini, qui est donc la présidente de l'autre association des mères de Place des Mai, est encore plus singulier. Alors que la présidente des grands-mères semble jongler entre les responsabilités, pour les mères de la Place de Mai, la victime, Jorge Julio López, doit être elle aussi remise en question. Suite à un entretien avec le président, elle déclare, et je cite, « Pour nous, il ne s'agit pas d'un disparu classique. Nous ne le voyons pas comme un disparu comme ceux dont on a souffert pendant la dictature. Pour nous, López n'était pas un militant. Il n'a pas été un témoin clé comme le disent certains. Il était simplement un témoin de plus. Il a d'ailleurs un frère policier. Ce qui nous a interpellés, c'est que la recherche a eu lieu aux mêmes endroits que ceux où la AAA et la police de la province de Buenos Aires ont jeté leurs morts. Ce qui est aussi une grande opération pour montrer au monde que l'impunité perdure en Argentine, et cela a été fait contre ce président, qui est celui qui a le plus fait en matière des droits de l'homme dans ce pays. » Elle estime que si l'enlèvement a bien eu lieu, il ne cherche pas à effrayer les témoins, mais le président et son action en faveur de la défense des droits de l'homme. Elle laisse même planer le doute sur une possible participation de Jorge Julio López aux faits. Ces déclarations ont été fortement critiquées par les membres des autres associations de victimes. La disparition, pour le mettre entre guillemets, de Jorge Julio López semble donc creuser les divisions entre les associations soutenant le gouvernement de Néstor Kirchner et celles qui, tout en saluant certaines de ses actions, le critiquent. Ainsi, des associations qui sont, disons, mal à l'aise, puisqu'elles ont beaucoup plus soutenu le gouvernement de Néstor Kirchner que d'autres, c'est Familiares, c'est les membres des mères des lignes fondatrices. C'est-à-dire que autant les mères de la Place de Mai, donc Ebede Bonafini, et les grands-mères vont très clairement, comme je viens de le dire, faire des déclarations qui vont dire qu'elles soutiennent le gouvernement, qu'elles estiment que le gouvernement n'a absolument aucune responsabilité, autant les membres de ces autres associations, donc Familiares et les mères lignes fondatrices, qui elles aussi ont largement soutenu Néstor Kirchner, sont plus embêtées puisqu'elles ont du mal à dédouaner complètement une part de responsabilité ou non du gouvernement qui toujours bien entendu serait liée au manque de soutien aux témoins lors de ces procédures, voire de protection très clairement. C'est d'ailleurs ce que va déclarer Nora de Cortiñas, qui est un des membres les plus emblématiques de cette association de mères de lignes fondatrices, dans le journal Página 12 le 18 septembre 2007, puisque pour elle, disons qu'explicitement, elle estime qu'il y a pas une participation, le terme est mal choisi, mais que le gouvernement de Néstor Kirchner n'a pas fait ce qu'il fallait pour éviter ce genre de situation et que des témoins puissent être justement menacés, voire carrément enlevés. Pour ce qui est de l'association HIJOS, qui est donc une association assez singulière, puisque même s'il y a des mots d'ordre communs, en fait, les associations sont extrêmement autonomes en fonction des régions. Donc moi, je me suis surtout entretenue avec des membres de l'association HIJOS de Buenos Aires et de la zone de la province de Buenos Aires. Eux, ils vont au début douter un petit peu, pareil, pas trop savoir où se situer, et ensuite ils vont très clairement désigner aussi une responsabilité du gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour protéger les témoins lors de ces procédures judiciaires. Pour le cas donc de l'association des ex-détenus disparus, comme je l'ai signalé, les déclarations sont très clairement contre le gouvernement. Le cas de Jorge Julio López révèle que l'ensemble du travail de gouvernement ne se traduit pas nécessairement par des actes concrets. Donc ils estiment que tout ce qui a été fait précédemment, finalement, ne sert plus à grand-chose dans ces cas-là. L'association des ex-détenus estime toujours que le président donc, ne va pas assez loin. Mais de plus, l'association reproche aux autres organisations de trop soutenir le gouvernement de Néstor Kirchner et de ne pas avoir été aussi réactive ou de ne pas encore l'être face à cette disparition.
Les premiers pas des différentes associations face à cet événement amènent les membres de l'association des ex-détenus à revenir de manière donc rétrospective sur l'ensemble des réactions, actions et attitudes des associations de proches de détenus disparus depuis la fin de la dictature. Si l'association des ex-détenus a toujours travaillé aux côtés des associations de proches depuis la fin de la dictature, cela peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Cependant, le plus significatif est que de nombreux discours émis par les pouvoirs publics, les associations de proches et de nombreux acteurs de la société civile les ont obligés à exercer essentiellement le rôle de témoins, que je mets entre guillemets, pour ne pas se voir reprocher leur action pendant la période qui a précédé le coup d'État, puisqu'on les appelait surtout des terroristes ou des subversifs, principalement c'était les termes qui étaient utilisés. Ils ont donc préféré se limiter à raconter ce qu'ils avaient vu ou entendu dans les centres clandestins de détention et surtout qu'ils avaient vu ou entendu. Avec l'arrivée de Nestor Kirchner et ses nombreuses réformes en faveur de la gestion du passé dictatorial, leur présence sur la scène publique argentine est donc de plus en plus importante, puisqu'ils sont au cœur de ces procédures judiciaires, mais aussi au cœur du travail de reconstruction des centres clandestins de détention, enfin reconstruction du récit de vie, disons, des centres clandestins de détention. Toutefois, ils ne sont pas les seuls protagonistes, puisque les associations de proches de détenus disparus, et notamment les mères et les grands-mères et les enfants, se prévalent de leurs longues années de lutte et du rôle de premier plan que leur a octroyé le président et son gouvernement. Les ambiguïtés autour du cas de Jorge Julio López sont d'autant plus dangereuses qu'elles rappellent des discours de la dictature, et ce, alors qu'on en a très peu d'informations sur le sort de Jorge Julio López. Je fais référence surtout aux déclarations donc, de Ebe de Bonafini, qui clairement même laisse entendre que Jorge Julio López aurait participé à son enlèvement dans sa déclaration. La gestion du cas de Jorge Julio López par le gouvernement conduit à relativiser l'ensemble de son action en faveur des revendications des associations de victimes, en tout cas pour les associations. En cela, une remarque d'un des membres de Hermanos renvoie à une vision très pragmatique du rapport au gouvernement. Je cite « Ils sont nombreux à dire pourquoi est-ce que Nestor Kirchner s'intéresse aux droits de l'homme. Pour être plus populaire, je ne sais pas. Je pense que d'une certaine façon, nous nous laissons utiliser et eux aussi se laissent utiliser. Disons que c'est un commun accord. » Le fait est que, selon lui, les associations de victimes ont autant à gagner avec Kirchner que lui avec elle. Cette vision très pragmatique ne revient toutefois pas sur le problème de fond qui se pose avec cette disparition. Jusqu'où doit aller le soutien à un gouvernement qui leur est favorable? Mais surtout, le fait est que depuis la disparition de Jorge Julio López, les désaccords entre les associations qui existaient déjà avant sont maintenant de plus en plus publics. Le débat actuel en Argentine ne porte donc plus sur l'opposition entre des politiques dites de pardon qui opposaient le gouvernement à l'ensemble des associations de victimes, mais il porte sur les relations qu'il faut entretenir avec l'État et ou les pouvoirs locaux, pour construire un projet cohérent avec leur récit. Cela implique d'établir des définitions, et notamment sur les rôles de chacun, détenus disparus, survivants et proches. Je souhaite juste finir par une anecdote, disons, l'actualité m'a un peu rattrapée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, et ça, disons que ça confirme un peu ce qui s'était déjà un peu produit à l'époque avec Jorge Julio López, le 28 décembre dernier, donc 2012, très brièvement, je reviens, donc l'ESMA est un centre clandestin de détention qui est donc récupéré, c'est ainsi qu'on le définit. C'est aujourd'hui, en fait, c'est un site extrêmement important au niveau des bâtiments, c'est beaucoup de bâtiments. Plusieurs choses ont été faites, il y a eu énormément de disputes pour savoir ce qui allait être fait, ce qui serait fait, ce qui ne serait pas fait, comment ça serait fait, enfin bon, ça a été des débats et ça en est encore, et la preuve avec l'anecdote que je vais vous raconter. En fait, il y a donc le ministre de la Justice, le ministère de la Justice a organisé le 28 décembre, disons, une réunion de fin d'année administrative, puisque en Argentine, l'année civile correspond à l'année administrative. Pendant cette réunion, donc, il y avait un pot, et pendant le pot, il y a eu un asado qui a été fait, un asado, c'est-à-dire un barbecue, parce que vous savez qu'en Argentine, la viande, voilà. Et enfin, il y aurait eu, puisqu'après, il y a eu des versions contradictoires, on ne sait pas encore s'il a eu lieu ou pas, mais en tout cas, ça a circulé, c'est arrivé notamment aux oreilles des membres de l'association des ex-détenus disparus. Et il y a notamment un des membres, mais ensuite d'autres membres qui ont réagi, qui ont publié des colonnes pour signaler qu'ils avaient trouvé ça honteux. Notamment, pas seulement peut-être qu'il y a eu ce genre de manifestation, mais surtout qu'il y a eu donc un asado. Pourquoi? Parce que le asado était l'euphémisme utilisé par les militaires pour, disons, lorsqu'ils brûlaient les corps des personnes qui étaient mortes sous la torture sur le même site de l'ESMA. Donc, il y a toute une polémique qui continue encore aujourd'hui. Chaque jour, vous avez des articles, chacun publie une colonne. Moi, ce qui m'intéresse ici de souligner, c'est pas tant ce qui s'est passé ou pas passé, je l'ignore, mais c'est surtout que, en fait, en réagissant ainsi, l'association des ex-détenus disparus montre surtout ce qu'elle avait voulu faire ou elle aurait voulu faire dans le cadre de l'ESMA qui finalement n'a pas été fait.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que toute l'opposition politique à Cristina Fernández de Kirchner, qui est donc l'épouse de Nestor Kirchner et qui travaille, disons, dans la continuité de ce qu'avait fait son mari, en profite pour prendre les mots de l'association des ex-détenus disparus pour souligner, pour dénoncer la politique mémorielle du gouvernement qui en plus ne respecte pas les survivants. Ce qui est intéressant, ce sont aussi ces secteurs qui ont complètement abandonné les survivants. Certains de ces secteurs ont même traité les survivants de terroristes ou de subversifs. Et on accuse justement de l'autre côté, donc les associations de proches de détenus disparus, notamment les grands-mères et les mères de la place de Mai qui sont proches du gouvernement de Cristina Fernández de Kirchner, accusent l'association des survivants de faire le jeu de l'opposition. Et donc, en fait, ces associations aujourd'hui se retrouvent complètement prises dans le cadre de disputes politiques qui dépassent largement la question de la gestion du passé dictatorial. C'est-à-dire qu'on en profite, on se dit, tiens, il y a une dispute entre des secteurs, etc. Et on s'engouffre dans la brèche, je pense, d'un côté comme de l'autre. Je schématise beaucoup et la polémique est bien plus complexe que ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, aujourd'hui en Argentine, le passé dictatorial, la gestion du passé dictatorial donc, fait partie de l'agenda gouvernemental. Il l'a plus ou moins toujours fait, puisque même s'il y avait des politiques de pardon, c'était toujours le cas. Mais en tout cas, ça fait aujourd'hui, ce sont surtout des acteurs qui peuvent être pris à partie dans un sens ou dans un autre, alors qu'auparavant, ils constituaient une sorte d'ensemble qui s'opposait à un gouvernement commun. Donc c'est un peu le problème les questions qui se posent aujourd'hui, à partir du moment où il y a quand même un grand nombre de leurs réclamations qui ont été, disons, satisfaites. Voilà, je vous remercie. J'espère vous parler.